Telles des colonnes de fourmis maniant, des dizaines de camions-citernes remplis de sang humain, pour reprendre l'expression du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga. Les camions-citernes remplis donc de carburant sont arrivés en fin de semaine à Bamako, mettant fin ainsi à la tentative de blocus que tentaient d'imposer les groupes terroristes à l'économie malienne. Est-ce la fin de la crise du carburant au Mali? Quel lien avec les appels à quitter le sol malien de certaines chancelleries occidentales à l'adresse de leurs citoyens? Voilà les questions à soumettre à nos invités cette semaine au plateau. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter en premier Luc Koumeya Balo Abaki. Bonjour cher ami Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos amis qui nous suivent tous les dimanches à ce forum. Merci Luc, vous êtes journaliste, analyste politique, vous présidez également, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, il est avec nous. Excellence Sogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs et bon dimanche à tous nos compatriotes. Certainement pour ceux qui sont chrétiens, ils sortent de la messe et c'est avec plaisir que nous saurons qu'ils nous tiennent compagnie dans cette émission. Merci pour ceux qui sont au Mali. C'est l'occasion de nous envoyer des messages. Dites-nous, est-ce que la crise est résorbée? Est-ce que vous avez désormais du carburant? Plus 128 87 08 43 43. Envoyez-nous des messages via WhatsApp. Je me ferai le plaisir de les relayer dans la seconde partie de cette émission que nous animons ce dimanche 2 novembre 2025 en direct. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, en direct sur Facebook et sur notre chaîne YouTube, de même que sur notre radio New World FM 90.5 émettant de Lomé en direction du monde entier. Alors, chers consultants, je voudrais qu'on commence avec le point de la situation. À Bamako, les villes du Mali, est-ce que le sang humain coule désormais en abondance? Est-ce que la crise est résorbée? Luc Abaki. Je crois que votre introduction l'a déjà dit. Vous avez dit qu'il y a une file de camions-citernes qui ont déferlé sur Bamako. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à la résolution de ce phénomène-là, d'autant plus qu'on a en face des dirigeants visionnaires très engagés pour la cause de leur pays. Et en tant que tel, lorsqu'un problème se pose, évidemment, il est question de trouver la solution. Et lorsque vous êtes vraiment résolu, vous trouvez cette solution-là. Donc, qui pouvait s'attendre à ce que le Mali mobilise plus de 1233 camions-citernes de carburant en un train pour pouvoir venir juguler justement cette crise, dont l'objectif était précisément d'aliter et d'anémier drastiquement l'économie malienne. Et donc, je pense que les Maliens se sont montrés suffisamment résilients, suffisamment compréhensifs, parce qu'ils ont compris que cette pénurie qui a été artificiellement décrétée et causée visait donc à les révolter contre leurs dirigeants. Et donc, Dieu merci qu'il n'y a pas eu de révolte, parce qu'ils ont compris, ils écoutent avec intérêt leurs dirigeants, ils suivent avec intérêt les actes que leurs dirigeants posent. Ils ont compris que c'est une cause commune qu'il faut défendre ensemble. Et voilà, ils ont résisté. Dieu merci, la crise est en train d'être jugulée. Je pense que c'est une très belle leçon aussi. Vous savez, quand il y a des situations aussi difficiles et malheureuses, ça nous pousse à la réflexion et en même temps à prendre de nouvelles initiatives. Il me semble qu'à partir de cette crise-là, le Mali va commencer à réfléchir à la possibilité pour lui de commencer à produire justement son carburant. Eh bien, vous parliez, j'ai eu comme l'impression que c'était une crise légère, mais ça a chauffé à Bamako. Mais ça ne peut que chauffer, c'est un complot international comme d'habitude. C'est les mêmes individus qui recrutent des gens qu'ils appellent terroristes. C'est les mêmes individus, c'est les mêmes puissances colonialistes qui ne sont pas rassasiés, du sang, de la sueur des Africains. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour asphyxier ces pays du Sahel. Malgré tous les malheurs qu'ils ont infligés à ces pays tiennent. On s'est dit, bon, on va étouffer le Mali avec le carburant. Pourquoi le Premier ministre utilise l'expression le sang? Mais parce que le carburant, il est vital. Si on vous prive de carburant, imagine nous sommes ici aujourd'hui à la télévision. Mais si ce matin il n'y avait pas de carburant, je ne sais pas comment on serait arrivé ici. À pied, ce n'est pas possible, ça dépend de là où chacun d'entre nous habite. Donc,
un complot assassin, comme d'habitude depuis plus de 2, 3, 4 ans, contre les pays souverainistes du Sahel a été ourdi. On s'est dit, Assimi Goïta, c'est d'ailleurs le premier. Si on le fait tomber, bon, les autres vont tomber en effet domino. Donc on a organisé cet assassinat, c'est un vrai assassinat, et on a privé le Mali de son sang, c'est-à-dire que de l'élément vital qui fait qu'un pays peut vivre, qu'un pays peut travailler, qu'un pays peut produire. Donc, mais quand j'ai appris qu'il y a plus de 1000 camions citernes, je me suis dit, mais j'aurais aimé voir ça, parce que moi, ici sur la route, quelquefois, quand nous allons au nord, si tu dépasses 10, 15, 20 camions citernes, c'est impressionnant. De là jusqu'à 100, jusqu'à 500, jusqu'à 1000, jusqu'à 1300, je crois que c'est une prouesse logistique qui doit être... une colonne plus de 25 km, dit-on. Voilà. C'est une prouesse logistique qui doit être mise à l'actif du Mali qui a su organiser ça, et aussi des ports d'où viennent ces camions. Je crois qu'ils sont principalement venus de la Côte d'Ivoire. Bravo dans ce cas pour la Côte d'Ivoire qui a fait donc preuve de solidarité. C'est ce qu'on leur demande. On ne demande pas des miracles. Que les Africains sachent que quoi que vous fassiez, vous êtes noirs. Aujourd'hui, tous les peuples du monde sont ligués contre les noirs parce qu'ils veulent nous exterminer. Quand je dis tous les peuples du monde, attention, je parle surtout des Occidentaux et des Moyen-Orientaux. C'est eux. Quand tu vas au Mali, c'est eux. Et avec des organisations bizarres, Al-Qaïda, Djinim, c'est pas des noirs. Tu vas au Mali, ils sont là pour exterminer les noirs. Tu vas au Soudan, au Darfour, ils sont là pour exterminer les noirs. On ne dit rien. Donc, nous devons savoir qu'étant noirs, quels que soient nos charabia politiciens, mais on est noirs, on est vu de la même manière. Donc, cette action de solidarité qui a fait que le Mali a pu prendre son carburant par les ports d'Abidjan, je crois que ça va mettre à l'actif de la Côte d'Ivoire. Et pour une fois, leur a adressé nos félicitations. Ça n'arrive pas tous les jours. Vraiment. Non, disons que cette crise, en réalité, elle est née à la suite de quoi? Je pense qu'il faut revenir un peu sur les racines de ce problème. C'est que pendant longtemps, malgré toute la traque qui s'opère contre les terroristes, on constate qu'ils sont encore en mesure de circuler, de s'approvisionner et tout ça. Et dans la répartition du carburant sur le territoire malien, on a constaté qu'il y a certains endroits qui ne sont pas peuplés, mais qui recevaient beaucoup de camions de citernes, etc. Et c'est pour ça que l'État malien, après toutes les enquêtes, a dit non, mais désormais, on va essayer de répartir selon la densité des populations. Et ça a permis justement de couper de l'herbe sous les pieds justement de ces terroristes-là qui profitaient donc de cette situation un peu confuse pour donc s'approvisionner en carburant. C'est dans ce contexte que les terroristes, étant donc alités du point de vue du carburant, sont montés au créneau pour menacer. Et dit, bon, ben écoutez, si vous ne vous donnez plus du carburant à la population malienne, nous, on va mettre des blocus, etc. Ils se sont organisés, bien armés, de sorte à saboter véritablement tous les convois de carburant. Sinon, en réalité, il y a eu à peine 6 citernes qui ont été brûlées. Mais dès l'instant où on a appris qu'il y a des citernes qui sont brûlées, tous les Maliens ont pris peur. Du coup, ils se sont rués sur des stations d'essence, voyez, pour pouvoir s'approvisionner et puis faire le stock, voyez. Et donc, ça crée tout de suite une pénurie. Donc, c'est l'autre problème aussi, c'est-à-dire que les messages que l'on passe, on a fait tout pour que les médias internationaux puissent ameuter tout le peuple malien qui a crise de carburant. Et donc, la peur étant là, tout le monde prend des précautions, comme l'a dit l'ambassadeur. Le carburant, mais c'est vital pour l'économie de tous les pays du monde. Et puis, le carburant, c'est aussi une arme de guerre. Parce que lorsque vous étouffez sur le plan du carburant, vous n'avez aucune énergie, aucune capacité de mobilité. Vous voyez, donc, c'était vraiment très dramatique ce qui a été planifié. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, les dirigeants maliens ont trouvé la solution qu'il fallait pour pouvoir vraiment trancher et faire en sorte que le peuple malien puisse commencer à se ravitailler à nouveau. Oui. Nous espérons que cette résilience que le peuple malien a montrée, cette preuve de compréhension et d'ouverture d'esprit va aller crescendo. Parce qu'un peuple qui n'accompagne pas ses dirigeants, un peuple qui ne comprend pas son dirigeant, ne peut pas évoluer. Et vraiment, on ne peut que saluer cette synergie-là et cette action dynamique qui a montré que véritablement,
Quand il y a un problème de cette taille-là qui se pose à un pays, c'est au peuple de trouver la vraie solution. Vous avez vu tous les chauffeurs qui ont été mobilisés, tous les moyens logistiques qui ont été mis en place, notamment avec la force spéciale composée de plusieurs corps et tous les équipements qui ont été mis en place pour que ce problème puisse être résolu. Vraiment, c'est à saluer. Luc Kabake, vous faites bien de rappeler l'origine de la crise. Il s'agit d'une série de tentatives, en tout cas d'attaques terroristes sur les convois de ravitaillement avec des moyens sophistiqués. Il n'y a pas d'attaque Excellence, terroriste. comment vous expliquez la sophistication de plus en plus des moyens d'attaque de ces groupes terroristes? C'est ça que je dis, il n'y a pas d'attaque terroriste. C'est la France qui organise l'asphyxie de ces pays qui ont osé dire qu'ils veulent être souverains. Soyons moins péremptoires, Excellence. Non, attends. Moi, péremptoire que quoi? Est-ce qu'il n'y a pas la plainte toujours du Mali aux Nations Unies? La France est en train de fuir. Oui, mais là, il s'agit d'un cas spécifique. Non, il n'y a pas de cas spécifique. La guerre a commencé, elle a commencé. Alors, maintenant, la France, ça ne suffit pas. Ils ont fait venir les nazis ukrainiens. C'est les nazis ukrainiens qui amènent leurs drones. C'est eux qui apprennent aux terroristes à manipuler les drones. Alors, si on te dit un jour, quand nous voyons les milliers de Sahéliens qui sont allés mourir pour la France face aux nazis, on te dit un jour que la France va recruter des nazis ukrainiens pour venir tuer des gens au Mali, au Niger, au Burkina, c'est inimaginable. Mais ça se fait. Mais tu sais, le karma travaille. Tu sais qu'actuellement aussi en France, il n'y a pas de carburant, qu'il y a des lignes interminables dans les stations d'essence en France. Oui, dans certaines villes, notamment. Dans certaines villes, mais la France, c'est la France. Écoutez ceci. Et pourtant, ils n'ont pas de terroristes. Les Maliens, Nigériens, Burkinabés n'ont pas envoyé des terroristes en France. Mais voilà, la France est dans les mêmes souffrances, dans les mêmes punitions que les punitions qu'ils ont organisées pour des peuples qui, je répète tous les jours, n'ont commis aucune faute parce que vouloir être souverain et indépendant, ça ne devait pas choquer des pays qui ont passé leur temps à bâtir des mythes sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur ceci et sur cela. Oui, Excellence, voilà. J'ai l'impression que vous simplifiez à l'extrême un problème un peu plus complexe, hein, parce qu'on ne peut pas mettre sur le dos de la France toute la perturbation du circuit de distribution du carburant lié justement aux attaques de certains convois. Je te dis que celui qui arme les terroristes pour aller attaquer les convois de carburant est responsable. C'est ce que j'ai dit. La France ne peut pas aller dans tous les villages et villes du Mali pour interdire ceci ou cela. Mais je dis qu'à partir du moment où on détruit des convois de carburant en route, mais on a fermé le robinet, c'est fini. Qui arme les terroristes? Pourquoi toi-même tu es surpris de constater que plus on combat les terroristes, mieux ils sont armés, plus ils sont virulents. Ils viennent d'où? Est-ce que les sables du désert produisent des terroristes? Est-ce que c'est les sables, les dromadaires qui payent les terroristes? Il y a quelqu'un qui les paye. Qui les paye? Qui organise? Et puis, j'entends ces derniers jours, le président Macron, c'est lui, son peuple en a marre. Il a éreinté les Français. Nous, les Africains, il nous a toujours éreintés. Le peuple en a marre, on veut l'expulser. Il s'accroche comme, comment on appelle ça là, un pangolin dans un arbre. Et c'est maintenant qu'il dit non, qu'il veut négocier avec les pays du Sahel pour les peuples Mali, Burkina. Donc c'est aujourd'hui que Macron sait qu'il y a des peuples dans ces pays. Avant, il n'y avait que des putschistes. Il n'a vu que les putschistes qu'il faut condamner, il faut envoyer la CEDEAO les tuer, il faut leur priver des médicaments, il faut leur priver de carburant. Et maintenant, brusquement, il s'aperçoit que il y a des peuples dans ces pays. Un jour, l'histoire retiendra que le président Macron a découvert des peuples dans le Sahel. C'est comme ça. C'est-à-dire que tu es chez toi, quelqu'un vient, tu lui dis bonjour et il devient célèbre parce qu'il t'a découvert. Donc Macron vient de découvrir des peuples dans le Sahel. Luc Kabake, je voudrais qu'on questionne les moyens d'attaque des terroristes de plus en plus sophistiqués. Il y a quelques années, quand on parle d'attaques terroristes, ce sont des grenades artisanaux fabriquées avec du matériel, en tout cas du matériel dérisoire. Ouais. Mais les terroristes aujourd'hui en viennent à utiliser des drones, à s'attaquer à des convois de carburant qui sont quand même escortés par des hélicoptères, des moyens sophistiqués. Mais comment on explique la montée? Je veux dire... Je ne sais pas s'il y a une démonstration plus éloquente que celle que l'ambassadeur vient de faire, mais il y a une chose qui est certaine. C'est qu'il faut se poser la question de savoir à qui profite le crime. Dès l'instant où
il a été très difficile de déminer un pays comme la France, en tout cas les forces occidentales qui étaient dans ces pays du Sahel et qui se la coulaient douce, qui profitaient d'un peu de tout. Dès l'instant où nous avons, en questionnant l'histoire, nous savons très bien que ce sont ces mêmes occidentaux qui, depuis des millénaires, ont initié la traite négrière, ensuite ont initié la colonisation. Et aujourd'hui, le néocolonialisme nous donne le sentiment que sans les ressources minières naturelles africaines, leur économie ne peut pas fonctionner. On comprend aisément, en restant cohérent, que lorsque des dirigeants de ces peuples d'Afrique-là décident de couper justement ce cordon-là et donc de s'assumer par eux-mêmes en affirmant leur souveraineté et en ayant la même mise sur leurs propres ressources pour les exploiter au profit justement de leur population, il est de bon ton et de bon sens qu'on puisse arriver à cette conclusion que, en réalité, ces puissances-là ne peuvent pas voir cela d'un bon œil. Parce que lorsque ces pays-là s'organisent, c'est eux qui seront déstabilisés, puisqu'ils puissent pour l'essentiel leurs ressources de chez nous. Donc, ce phénomène terroriste, on l'a toujours documenté, on l'a toujours démontré, qu'en réalité, ils sont financés, entretenus, recrutés par des puissances occidentales, dont la France, qui a eu justement à recevoir une plainte, en tout cas, il y a eu une plainte contre elle, comme il a dit, mais qui est en souffrance. Comment la France peut empêcher l'évolution d'un processus judiciaire, en tout cas auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, si réellement elle n'a rien à se reprocher? Logiquement, c'était à elle justement de pousser pour pouvoir démontrer combien les dirigeants du Sahel, en tout cas du Mali, sont dans les affabulations, dans les affirmations fallacieuses, etc., etc. Aujourd'hui, on a mis une sorte de blocus sur cette plainte-là. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez constaté que depuis cette guerre d'Ukraine-là, et où Zelensky nous dit aujourd'hui qu'il se dispose à vendre même les armes, alors qu'il quémande justement ces équipements-là pour lutter contre la Russie. Donc il est aujourd'hui documenté que depuis l'Ukraine, il y a un trafic incroyable de ces équipements-là qui se retrouvent dans le Sahel et notamment au Mali. Donc ce n'est pas étonnant, dès l'instant où ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso ne fabriquent d'armes et qu'on constate que les terroristes qui sont censés être asphyxiés au quotidien s'arment davantage et disposent des drones et des équipements tout à fait sophistiqués pour perturber et percuter la vie tranquille des peuples de cet espace-là. Il est clair qu'ils sont financés par ceux qui fabriquent les armes là et par justement ceux-là qui voient leurs intérêts menacés sérieusement par le processus d'émergence justement et de réorganisation de ces États. Aujourd'hui, il s'agit du carburant. Demain, est-ce que les groupes terroristes ne vont pas s'attaquer à autre chose comme les centrales électriques, les installations minières pour frapper plus? Ils attaqueront tout ce qu'on leur dira d'attaquer. Attention, ils attaqueront tout ce qu'on leur dira d'attaquer. Pourquoi en Alaska, Poutine et Trump se mettent d'accord du processus pour mettre fin à la guerre et en Europe, principalement en France, on refuse la fin de la guerre en Ukraine parce que la guerre d'Ukraine sert de couverture pour se procurer des armes et des mercenaires pour déstabiliser le Sahel. Entre autres motifs. Pourquoi? C'est à cause de ça. Donc si on leur dit demain d'attaquer des centrales électriques, d'attaquer, ils avaient attaqué un bateau sur le fleuve Niger. Bien sûr. Donc ils ne reculent devant absolument rien. Je te dis que c'est des nazis. C'est des nazis ukrainiens. C'est eux qui font aujourd'hui l'affaire de la France. Je parle du gouvernement. Parce que ce gouvernement, les Français même en ont marre. Ils en ont marre. Et c'est eux, ce gouvernement-là, qui veut déstabiliser l'Afrique. Parce que quelqu'un vient, on dit Mozart de la finance, et il fait le contraire de Mozart, à moins que Mozart soit un mauvais musicien, il fait le contraire de... Et il plombe les finances d'un pays aussi prospère, d'un pays qui exploitait gratuitement 14 pays africains. Toutes les richesses de ces 14 pays allaient gratuitement en France parce qu'elles ne dépensaient rien. Il suffit d'imprimer de la fausse monnaie à Chamalière, on vient vous donner et vous, les nègres, vous êtes contents. Alors, aujourd'hui, la France n'a qu'à faire comme d'autres puissances. L'Allemagne, elle achète. Comment on dit ça? Les États-Unis, ils achètent. Les Russes, ils achètent. Les Turcs, ils achètent. Les Indiens, ils achètent. Même les Nord-Coréens, dans nos pays, ils achètent. La France est le seul pays qui veut ramasser gratis. Et quand tu parles, on dit « Ah non, non, que tu es manipulé par Poutine ». Est-ce que c'est Poutine qui veut nous voler?
Est-ce que Poutine nous vole? Est-ce que Poutine nous envoie des terroristes nazis ukrainiens? Donc, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Heureusement, moi, le problème de la France, c'est les Français qui vont le résoudre. Hier, j'ai entendu, comment on l'appelle, Marine Le Pen qui disait qu'elle ne veut aucune coalition avec personne parce qu'elle est seule capable de battre Macron. Voilà ce que tout le monde attend, que rapidement, qu'on en finisse avec cette catastrophe nationale française et internationale panafricaine. Luc Voilà. Alaki, il faut que les pays Avant de la question, rappelez-vous ce que l'ambassadeur ukrainien avait dit à la suite de l'attaque de Tezawaten. Je crois qu'il était l'ambassadeur sénégalais. Voilà, il a clairement reconnu que l'Ukraine a participé justement à ce combat-là. Donc, l'Ukraine qui est déjà en guerre, qui est en difficulté face à la Russie, qui demande littéralement de l'aide des Occidentaux, etc., vient s'incruster dans un combat au Sahel. Donc, vous comprenez que c'est tout un processus. Et je pense que la réticence des Européens à mettre fin à cette guerre ukrainienne a un sens bien précis. Comme il a dit, c'est un paravent. Il profite justement de cette situation-là pour faire couler les armes dans le Sahel. Parce que la flamboyance, en tout cas, la recrudescence des attaques, alors qu'à un moment donné, ils étaient presque étouffés, parce que l'armée des trois pays-là s'est bien organisée et c'était devenu un rouleau compresseur qui traquait systématiquement les terroristes au point où il n'y avait plus de sanctuaires et tous les territoires en question étaient presque récupérés. Subitement, on constate que ces gens-là remontent au créneau avec des équipements plus sophistiqués. Donc, cela ne peut jamais tromper qui que ce soit. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut saluer ici, c'est d'abord l'expression de la solidarité entre les trois pays. Une fois que le Mali s'est heurté à cette difficulté, voilà le Burkina Faso qui se dispose à lui fournir du carburant. Voilà le Niger qui prend des dispositions pour aussi l'aider, etc. Et la Russie, oui, qui a envoyé un avion citerne, la Russie. Mais la Russie même a fait un travail fabuleux. J'ai fait une émission en début de semaine dernière pour démontrer que la Russie a une délégation russe qui était venue à Bamako il y a quelques jours et qui a décidé de mettre à la disposition du Mali au moins 160 000 à 200 000 tonnes de carburant par mois. Avant, il leur donnait de façon sporadique, de temps à autre, avec les intrants chimiques, etc. C'est pour dire qu'en fait, ce partenariat précisément avec la Russie, contrairement à ce que les mauvaises langues disent, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Poutine se montre profondément humain. Et en même temps, il sait qu'il a en face des partenaires chez qui il peut avoir des intérêts, et tout comme ces derniers aussi peuvent avoir des intérêts. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que les dirigeants africains ont le droit de comprendre qu'ils doivent faire leur choix de partenaires en toute lucidité et en fonction des intérêts qu'ils visent pour leur peuple. Et dans un tel contexte, je pense que les pays du Sahel, en tout cas, ont franchi les plus grands pas possibles. Le plus difficile est derrière eux. Il suffit qu'ils se montrent suffisamment résilients, persévérants. De toute façon, toute cette conspiration va finir par avoir une fin un jour. Mais tant mieux si le Mali arrive à se sortir de cette crise conjoncturelle. Mais Excellence, est-ce qu'il n'est pas temps pour que les pays de l'AES travaillent davantage pour résoudre de manière structurelle ces genres de problèmes comme celui du carburant? Mais les pays de l'AES travaillent d'arrache-pied. C'est ça même qui met en boule leurs ennemis. Ils travaillent, les ennemis savent qu'ils vont s'en sortir. Dans la mise en place d'autres raffineries ou le renforcement de celles qui existent. N'oublie pas les centrales nucléaires, il y a l'électricité. Si l'électricité est abondante, comme nous sommes à l'ère de la voiture électrique, tu vois que la consommation de carburant peut être réduite de moitié au moins, si toutes les voitures sont électriques. Et qui est le champion des voitures électriques? C'est la Chine. Au moins un des pays qui aujourd'hui aide à sauver l'Afrique. Maintenant, Poutine, mais devant la cruauté sans fin de nos fameux anciens partenaires au développement, nos combattants, devant leur cruauté sans frein, avec leur détermination à faire éteindre la race noire, Poutine fait figure de sauveur universel. Quand tu dis ça, on dit non, mais c'est la vérité. Comment Poutine peut dépêcher un avion citerne pour venir aider les Maliens, alors que les gens qui ont exploité le Mali depuis plus de 100 ans
C'est eux qui étouffent le Mali, qui lui tiennent par la gorge pour l'empêcher d'avoir du carburant pour travailler. Chacun donne ce qu'il a. Peut-être que Chacun donne ce qu'il a. la France n'a pas de carburant. Pourquoi? Non, attends. La France, ce n'est pas le manque de carburant, c'est des grèves. Attention. C'est des grèves qui font la pénurie. La France ne produit pas de carburant, en revanche. Mais tout le pétrole africain qui le bouffe, ce n'est pas la France. Le Total. Au Nigeria, au Gabon, au Congo. Ce sont des compagnies J'ai privées. D'accord. Au Nigeria, au Congo, au Gabon, en Angola, en Côte d'Ivoire, le pétrole africain, c'est la France, c'est Total. Tu dis quoi? Total, c'est la France, c'est le gouvernement français. Si tu ne le sais pas, je te le dis, va vérifier. Non, ce n'est même pas un problème. Ok, elle produit quoi et elle donne quoi? Donc, comment tu veux que des gens qui nous ont saigné à blanc depuis un siècle, nous mourons, ils ne sont pas capables, c'est leur journaliste toxique là, qui encore parle pour se moquer des gens, et la Russie, qu'on a toujours présenté comme le méchant, c'est la Russie qui vient nous aider. Et quand quelqu'un t'aide, tu lui dis merci aussi. Non, que c'est pas possible. Il ne faut pas lui dire merci. Vous-même, aujourd'hui en France, le gaz, c'est la Russie. Le carburant, c'est la Russie. Le titane, c'est la Russie. Le lithium, c'est la Russie. Tout, c'est la Russie. Mais vous faites la gueule tous les matins. On va envoyer des soldats. On va envoyer 2000 commandos. Mais il n'a qu'à envoyer. Pourquoi 2000? Au moins, les menuisiers français auraient pu vendre 2000 cercueils. Alors, je voudrais, contente de comprendre aussi cet appel à quitter le plus rapidement possible le sol malien pour les ressortissants d'abord des pays, enfin des États-Unis, et ensuite ça s'est élargi à d'autres pays occidentaux qui donc demandent à leurs citoyens de quitter Bamako et les autres villes du pays. Cet appel vient au même moment que la crise du carburant. Est-ce qu'on peut établir un lien entre ces deux événements? Mais naturellement. Mais est-ce que vous ne savez pas que, j'ai parlé tout à l'heure du processus par lequel on a peur le peuple. Lorsque une puissance comme les États-Unis disent « Ah non, mais écoutez, j'ordonne à mes ressortissants de quitter Bamako », ça veut dire, puisqu'ils sont censés avoir les renseignements les plus sophistiqués possibles, ça veut dire qu'il y a un mal qui est en train d'arriver, qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux pour le peuple qui est en train d'arriver. C'est ce qu'ils sont en train de passer comme message dans l'esprit et dans l'imagerie collective du peuple du Mali. Mais qu'à cela ne tienne, mais c'est une très bonne nouvelle lorsque les puissances occidentales demandent à leurs ressortissants de quitter un pays comme Bamako. Ils font quoi là-bas? Mais pour l'essentiel, souvent, c'est des espions, c'est des gens qui sont sous les coupoles des ONG. On ne va pas transformer tous les citoyens des pays occidentaux en espions. Je dis pour l'essentiel. Moi, je nuance toujours ce que je dis. Oui, bon. Je dis pour l'essentiel. C'est souvent des espions. C'est des gens qui viennent sous la bannière des ONG, mais qui visiblement, font un travail, mais attends, très pernicieux contre les États dans lesquels ils sont. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso récemment, où on a interdit les activités de certaines ONG et tout ça. Donc, de toute façon, qu'ils y restent ou qu'ils partent, une fois que les Maliens, ont bien compris qu'ils sont à leur tête, des dirigeants compétents, qui ne sont pas prêts à démordre par rapport à l'engagement qu'ils ont pris pour construire leur nation, qui sont en train de dérouler une vision, tout en se montrant suffisamment bienveillants. Parce qu'en matière de leadership, il y a certaines qualités quand même qui sont recherchées. Ça ne se décrète pas. Il faut que dans un premier temps, vous rassuriez votre peuple sur votre compétence, votre capacité à prendre à bras le corps les problèmes ou les défis qui vont se présenter au peuple. Et du coup, vous devenez un protecteur pour le pays. Du coup, il faut aussi vous montrer suffisamment bienveillant. La bienveillance montre au peuple qu'en réalité, toutes les actions que vous posez visent son bien-être, visent son épanouissement, visent ses intérêts à lui. Et du coup, il ne peut qu'accompagner. Et en dernière chose, c'est d'être vertueux. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, que vous ne puissiez pas démissionner en cours de route en laissant justement le peuple à son propre sort. Quand les dirigeants montrent ce genre de qualité-là, ils créent une certaine confiance, une adhésion parfaite du peuple. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver dans les pays de l'AES et qui explique qu'ils sont en train d'atteindre des résultats extrêmement intéressants malgré la fraude, malgré toute la multiplication des occasions pour perturber et percuter leurs actions. Mais ils continuent d'avancer. Je pense que
Si les pays occidentaux veulent retirer leurs ressortissants, mais c'est tant pis. Ils n'ont qu'à envoyer les avions, ils vont les prendre. Ce n'est pas eux qui nourrissent le peuple du Mali. Ce n'est pas eux qui prennent des initiatives en faveur du peuple du Mali. Donc on s'en fout. Il y a une corrélation qui est claire et nette. C'est parce que parmi les citoyens occidentaux, il y a beaucoup d'investisseurs. Non, attends. Écoutez, si les Américains veulent se retirer du Mali, c'est une décision souveraine. Voilà. Il ne nous appartient pas de juger si elle est bonne ou mauvaise. Tu sais de combien de pays les Américains ont retiré leurs ressortissants? En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, mais il y a au moins une trentaine de pays, ou même plus de pays où les Américains ont retiré leurs ressortissants. Mais est-ce que ces pays sont morts? Moi, tu sais ce qui me fait de la peine, ce n'est pas que les Américains se retirent du Mali, mais c'est de voir quelques nègres de maison qui jubilaient. Et les Américains, ils vont quitter le Mali, c'est fini pour ce pays. Mais il manquait de peu qu'ils nous disent que les Américains, que Dieu a dit qu'il va quitter le Mali. C'est-à-dire qu'on dit Américain par là. C'est comme si dans sa tête, on a dit que c'est Dieu qui veut quitter le Mali. Dieu ne quitte pas le Mali. Dieu a élu d'ailleurs capitale au Mali parce que c'est le pays qui a donné le signal de départ pour la libération, la souveraineté de l'Afrique. Donc, les Américains partent quand ils veulent partir. Il n'y a pas longtemps, les mêmes Américains étaient allés dans le Sahel pour reprendre langue avec ces différents pays. Tout à fait, oui. Il n'y a pas longtemps, les mêmes Américains. Donc, il n'y a pas de problème. Actuellement, ils ont regardé en Afrique et ils se disent qu'il n'y a pas assez de troubles. Depuis 3 jours, Trump ne jure que par une intervention militaire au Nigeria. Mais j'espère que tu es au courant qu'il va faire une intervention militaire au Nigeria parce qu'il semble qu'au Nigeria, on tue les chrétiens. Tu vois comment on peut fabriquer une histoire sur ta tête? Mais j'espère que ça va servir de leçon aux Nigériens pour comprendre comment on a fabriqué de faux alibis contre de fausses histoires de putschistes pour étouffer ces pays voisins. Aujourd'hui, toi, Nigeria, on dit tu tues les chrétiens. Or, tout le monde sait au Nigeria qu'au nord, là où il y a les tueries, c'est 90% de musulmans. Les chrétiens, ils sont en bas, dans les pays Igbo. Qui va les tuer là-bas? Mais il faut un alibi pour envahir le Nigeria, le plus grand pays, la première puissance économique de l'Afrique. Mais ça ne leur fait pas froid aux yeux parce que les Africains ne sont pas unis. Le Nigeria lui-même, il a laissé ses amis dans le malheur, il a supporté Macron pour asphyxier ses amis, et les Américains savent bien que s'ils viennent aujourd'hui, aucun pays voisin du Nigeria n'ira l'aider. Donc il est seul. Quand la dernière fois, Poutine s'est permis une petite remarque sur le Nigeria, le président dit non, que Poutine n'a qu'à se taire là-bas, que le Nigeria, ce n'est pas l'Ukraine et que lui, il est la plus grande puissance d'Afrique. Bon, l'Amérique dit qu'il va venir te bombarder. Sur qui tu vas t'appuyer? Si Poutine te laisse là, tu deviens quoi? Aujourd'hui, si le Venezuela vit et continue de parler, c'est parce que Poutine est là-bas. Donc, il faut être intelligent. Quand les gens dirigent les pays, tu peux diriger un pays, parler. Quand tu parles comme si tu t'adresses à ta femme ou à ton enfant. Il faut penser à l'ensemble de ta population, aux intérêts de ton pays, avant de parler à un autre pays, surtout à une grande puissance militaire. Oui. Non, mais ce qui est étonnant, Oui. c'est le Mali, le Burkina et le Niger qui, à un moment donné, ont fait déguerpir les forces occidentales, n'est-ce pas? Ça veut dire que le fait même que les étrangers de l'Occident soient sur leur territoire ne les mystifie en rien. Mais c'est quand même étonnant. Ça fait une mauvaise publicité au pays. On s'en fout de la publicité. Cette mauvaise publicité, on l'a vu tous les jours. Il y a entre le bavardage. Pardon Luc, quelle mauvaise publicité? Combien de bases les Maliens ont en Amérique? Est-ce que ça fait mauvaise publicité aux Américains parce que les Maliens n'ont pas de base militaire là-bas? Mais pourquoi vous les Noirs, vous êtes aussi complexés? Et quand vous ne voyez pas un blanc, vous n'êtes pas sûr de vous-même. Mais c'est grave, Gilles. C'est très grave. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ils ont en face des gens qui se construisent par eux-mêmes et qui ont un mental d'acier. C'est-à-dire que des officiers de l'armée qui prennent les rênes de leur pays, ce n'est pas des gens qu'on peut intimider. Ce n'est pas des gens qu'on peut mystifier. Ce n'est pas des gens qu'on peut menacer. Ils ont tout vu. Ils ont côtoyé la mort. Donc, il n'y a rien qui puisse les faire trembler et les faire dévier de l'objectif pour lequel ils sont là. Vous voyez? Donc, toute cette propagande, vous avez vu, tout ce que les médias occidentaux disaient sur la pénurie du carburant. Mais bizarrement,
lorsque le millier de camions citernes est arrivé à Bamako, vous les avez entendu parler? Ils ont utilisé le conditionnel. Ils n'ont pas seulement parlé de crise du carburant, mais ils ont évoqué, entre griffes, une recrudescence des attaques terroristes. Absolument. C'est-à-dire qu'ils font la promotion de tout ce qui est mauvais. Ils exaltent les actes pernicieux. C'est pour nous dire indirectement qu'on a augmenté la fourniture d'armes aux terroristes. C'est tout. C'est le message. Vous voulez nous défier, bon, on vient d'augmenter l'armement aux terroristes, vous allez voir. Oui, mais justement, la question que je voudrais vous poser, pourquoi les États-Unis soufflent le chaud et le froid? Parce que quelques jours auparavant, on a vu les États-Unis dire qu'ils reviendraient au Mali négocier les conditions d'une coopération plus durable, c'est pour faire monter les enchères. Leurs bons offices pour la lutte contre le terrorisme, et puis patatras. Tu as vu comment Trump agit? Voilà. Je ne dis même pas envers les petits pays, même envers la Russie. Tu as vu comment il a dit? Sauf le chaud et le froid. Un pas en avant, deux en arrière. Oui. On menace, on donne des ultimatums. J'ai dit, mais tu peux donner les ultimatums à Dieu si tu veux, mais pas à Poutine. Parce que Dieu, il est gentil, il est miséricordieux. Bon, donne-lui les ultimatums, il ne sera pas d'accord, mais il te pardonnera. Voilà, mais tu vas donner des ultimatums à Poutine. Ça ne marche pas. Oui, comment analyser donc la diplomatie américaine qui souffle le chaud et le froid? Trump, c'est un homme d'affaires. Et il a appris à négocier, à gagner dans le business, etc. Il transpose ça dans son système de gouvernance. Et il dit, bon, écoutez, nous, on va envoyer les missiles Tomahawk, ou bien quoi? Tomahawk à Russie. Tomahawk est un nom d'origine indienne. Voilà. Les Indiens autochtones, Tomahawk, c'est un gourdin ou quelque chose qu'ils appellent Tomahawk. Il fait débarquer Zelensky. Zelensky était tout content. Il dit, bon, il va venir convaincre Poutine, Trump à lâcher les... Il va là-bas, il recueille autre chose. Vous voyez? Donc, Trump est un homme qu'on ne peut pas maîtriser. Il est insaisissable. Et donc, il essaie juste de brouiller les cartes, de sorte à trouver la bonne piste par laquelle il va tirer le meilleur profit possible. Le fait qu'il l'ait lancé dans l'air comme ça, oui, j'ordonne à tous les ressortissants américains de quitter Bamako, mais ça ne voudrait absolument rien dire. Il sait pertinemment qu'en lançant un tel message, il y aura la panique générale. Je vous ai dit que c'est la panique qui a fait que les gens se sont rués sur les stations d'essence pour pouvoir s'approvisionner. Et donc, c'était des mesures conservatoires qu'ils prenaient. Donc, les États-Unis le disent, si la France le dit, en tout cas des puissances qui sont censées être très renseignées. La Belgique, voilà, très renseignées. Même l'Australie. Mais attendez, ces gens-là, depuis quand il y avait combien d'Australiens dans le pays? C'est ce que j'allais dire. Ils étaient combien? On s'en fout. Je n'en sais rien. Ils quittent tous les territoires africains. Ça, même, c'est une très bonne nouvelle. Parce que les solutions qu'on peut trouver et qui sont durables pour nos pays ne peuvent qu'être des solutions endogènes. Aucun pays n'a évolué par mimétisme, par copie, ou bien par des décisions de procuration, etc. Il faut bien qu'on fasse face à notre réalité, à notre environnement, qu'on réfléchisse à tous les défis qui se présentent à nous. Mais nous avons des cerveaux pour ça. Donc, qu'ils partent ou qu'ils restent, ça ne devrait faire ni chaud, ni froid, ni au peuple malien, ni à leurs dirigeants. Est-ce que les populations de la Ouest sont prêtes à ce sacrifice? Est-ce que le Mali a les moyens de surmonter ces attaques qui viennent de partout, sur le terrain terroriste, carburant, peut-être demain ce sont les centrales peut-être tu n'es pas au courant. J'ai lu ce matin que les dirigeants Houthis du Yémen, tu vas te demander, ils viennent faire quoi en Afrique? Les dirigeants Houthis du Yémen menacent les principautés du Golfe de les bombarder et de les détruire s'ils n'arrêtent pas leur nuisance en Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, ils savent d'où viennent les financements pour déstabiliser le Sahel. Ils ont cité même des villes qu'ils vont bombarder, les Houthis du Yémen. Tu comprends? Donc, tu demandes si les Maliens peuvent tenir. Ils tiendront, ils ont toujours tenu. Tu veux quoi? Qu'on appelle les gens là, bon, venez prendre les clés du pays. Hein. Bon, l'or, prenez, c'est cadeau, l'uranium, c'est cadeau, notre pétrole. Il semble qu'on a découvert 4 000 milliards de barils de pétrole. Venez prendre. Ils doivent se battre jusqu'au dernier. C'est parce que nous, les Africains, on refuse de se battre que les gens viennent chez nous bomber le torse, jouer aux garçons, alors que quand ça pète chez eux, c'est chez nous qu'ils viennent chercher les guerriers pour aller les sauver. Alors, si c'est pour mourir pour nos terres, pourquoi on ne le ferait pas? Non, cette question, elle a sa réponse.
Rappelez-vous les premiers moments où il y avait le terrorisme au Mali, ou du moins au moment où Assimi Goïta venait. Est-ce qu'on parlait vraiment du territoire malien? Mais l'essentiel du territoire était envahi totalement par les terroristes. Si aujourd'hui, grâce à l'action visionnaire, salvatrice, et à la réorganisation de l'armée, à son équipement, etc., on est arrivé à ce niveau où c'est des actes désespérés qui sont seulement posés, ben, cette question ne devait plus se poser. Le Mali a les moyens. Et vous savez pourquoi le Mali a les moyens? Pas seulement militaires, mais c'est la résilience du peuple en fait qui détermine les résultats auxquels le pays va arriver. Si devant cette pénurie de carburant dans plusieurs villes du Mali, il n'y a pas eu de soulèvement contre les dirigeants. Au contraire, les citoyens se sont soutenus mutuellement. Lorsqu'ils voient que vous n'avez pas de carburant, votre voisin a du carburant, il vous aide pour que vous puissiez réaliser le but pour lequel vous devez sortir. Voilà le type de société qu'il faut créer. Et tout ça est lié à quoi? Au narratif que le dirigeant lui-même sert. Si vous avez un dirigeant qui sait parler à son peuple, qui parle avec franchise, honnêteté, et qui agit en connaissance de cause, qui montre suffisamment de cohérence, vous constituez un vrai bouclier dans ce territoire-là. Et donc, tout ce qui est en train de se faire, c'est des actes isolés, c'est des incursions. Ce ne sont plus des terroristes qui ont des sanctuaires avec une possibilité de circuler de gauche à droite. Ils sont obligés de sortir de la forêt pour pouvoir perturber tout simplement et puis repartir. Et dans un tel contexte, je pense que l'escorte qui est maintenant mise en place et qui a permis de conduire plus de 1233 camions citernes une fois qu'elle est déployée de cette manière-là, je pense que sur le plan du carburant, en tout cas, le problème est résolu. Oui, ils vont multiplier d'autres actions, etc. Mais chaque fois qu'ils multiplient ces genres d'actions, ils amènent les dirigeants à utiliser leur énergie du désespoir pour trouver des solutions parce qu'on ne peut rien contre quelqu'un qui est déterminé. Et une fois que tu es déterminé, tu t'engages. Ça veut dire que c'est ta vie elle-même que tu mets en jeu. Et là, il n'y a pas de solution. Il ne peut pas venir à bout de votre volonté, de votre engagement. On dira qu'il y a Dieu dedans. Voilà. Oui, mais ce type de harcèlement, est-ce que ça ne va pas décourager d'autres pays qui seraient inspirés par la filière AES? Ils voudraient faire comme ces trois pays. La filière AES est une voie incontournable pour tous les pays noirs africains. Écoute bien, je n'ai pas dit les pays de l'Afrique occidentale, non. J'ai dit tous les pays noirs africains torturés, pillés, saignés par l'Occident, principalement par la France. La voie AES est incontournable. Ça peut prendre le temps que ça prendra, tout le monde finira là-bas. Parce que c'est une question de bon sens. Et regarde comment, avec quel artifice, on fabrique maintenant des élections à candidats uniques juste pour laisser au pouvoir des gens qui vont encore servir la France contre les pays de l'AES. On fabrique des élections à candidats uniques. C'est ça la démocratie, c'est ça les droits de l'homme, c'est ça la liberté d'expression. Et nous sommes là, ça se passe sous nos yeux, nous voyons, et on ne réagit pas, on est là, amorphe. Et à venir prochainement la démocratie intermittente. Je t'ai toujours dit que les farces démocratiques, là, je ne suis pas dedans. Parce que maintenant, quand tu regardes bien, les gens qui nous ont amené la démocratie avec le farfelu discours du non moins farfelu Mitterrand à la boule, c'est eux qui aujourd'hui nous apprennent à faire des partis uniques. En réalité, les élections sans candidat sérieux, c'est le retour en vitesse au parti unique. Alors, on retourne au parti unique parce qu'on sait qu'avec le parti unique, on les servait plus facilement que dans une cacophonie de multipartisme où chacun peut raconter ce qu'il veut contre telle puissance ou telle autre puissance. Maintenant que c'est le parti unique, tu regardes, je n'ai pas besoin de citer quelqu'un, là où le parti unique est en train de s'enraciner. Je ne veux pas qu'on vienne dire ici que j'ai encore agressé quelqu'un, mais le parti unique est à la mode. Et bien moi, honnêtement, je soutiens ça. Non, en fait, c'est-à-dire que c'est un peu déplorable de constater combien, jusqu'au XXIe siècle, nous ne nous organisons pas pour avoir des repères pérennes. En 30 secondes, Luc. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se dote des dirigeants qui comprennent qu'ils ont une responsabilité pour maintenir et entretenir la vie des citoyens. La vocation du dirigeant, c'est ça.
Et donc, logiquement, son nom et sa personne doivent s'effacer littéralement devant la mission qui lui est dévolue. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on a le sentiment que nous reculons, malheureusement, par rapport aux valeurs humaines, par rapport aux principes qui permettent le vivre ensemble. Et dans un tel contexte-là, ça ne peut qu'arranger justement les prédateurs extérieurs qui profitent du désordre pour venir nous piller, nous démobiliser, nous désaxer, nous dérouter, bref, nous déposséder de ce que nous avons d'essentiel en tant qu'être humain. Un mot avant merci. la clôture. Tu sais, ces pays qui encouragent aujourd'hui le parti unique, c'est eux qui courent dire aux Maliens, non, on va faire les élections. Le président Assimi Goïta, c'est simple. Vous êtes candidat unique. Puisque c'est eux qui nous apprennent ça. Vous êtes candidat unique, vous allez aux élections. Donc il faut vite aller. Vous êtes candidat unique. Tous les agitateurs, vous les mettez tous en prison d'abord et vous organisez les élections. C'est tout. C'est ce qui est en train de se passer devant nous. C'est un modèle à suivre parce que c'est nos maîtres là qui nous montrent encore ce nouveau modèle. Merci. Alors, Excellence, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, c'est le moment de le dire. Vos commentaires, nous les attendons sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, également sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer directement le message via WhatsApp, le 228 87 08 43 43. Mais là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux et une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.